Antoine, bienvenue au TNP de Villeurbanne. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, Cécilia? Moi, je m'appelle Cécilia Schneider, je suis comédienne, je vis et je travaille à Lyon. Antoine? Moi, c'est Antoine Galvani, je suis musicien, pianiste et compositeur, et membre aussi du bureau exécutif du SNAM CGT, donc des artistes musiciens au sein de la CGT. D'accord. Okay. Donc on est au TNP de Villeurbanne qui est occupé depuis une semaine. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu ici? Alors on a décidé de venir ici suite à une assemblée générale qui a voté le fait que des organisations locales, à savoir notamment le collectif Unitaire 69 et les délégations syndicales, notamment de CGT et Sud Culture, puissent s'inscrire dans la continuité de ce qui a démarré le 4 mars à Paris, à l'Odéon, à savoir des mouvements d'occupation dans les lieux de culture, principalement CDN et opéra, pour alerter le public et interpeller directement le gouvernement sur des questions de droits sociaux qui aujourd'hui sont menacés directement, notamment par la réforme de l'assurance chômage. Très bien. Antoine, tu peux rajouter quelque chose sur... Ça, c'est donc ce qui est arrivé tout récemment. Moi, malheureusement, j'étais pas présent ici le jour de l'entrée dans le TNP parce que j'étais à l'Odéon, justement, à Paris. Pour des raisons professionnelles, j'étais parti dans le nord de la France et en rentrant, je suis allé dire bonjour en quelque sorte aux copains qui sont là-bas, qui ont été le dernier maillon de cette lutte qui dure quand même depuis, pour moi, pour beaucoup d'entre nous, depuis 1 an à peu près, depuis qu'on connaît des restrictions sanitaires qui nous empêchent de travailler. Et donc, je suis particulièrement fier de ce qui se passe en ce moment et assez heureux de voir que beaucoup de monde se réapproprie à la fois des lieux publics et des lieux de lumière, les théâtres, des SMAC, des salles de spectacle en fait en général, pour reprendre la parole, pour reprendre pied dans cette vie dont on ne maîtrise plus grand-chose depuis 1 an, et particulièrement pour faire entendre la voix des précaires en général, qui soient ceux du secteur culturel, qui ont été les premiers à élever la voix, donc déjà en avril-mai dernier, ce qui a permis d'obtenir notamment l'année blanche des intermittents, qu'on connaît bien, et ensuite beaucoup à partir de novembre et de la deuxième série de restrictions, où il y a eu toute une série de manifestations à partir de début novembre, qui a conduit notamment ici à Lyon l'occupation de l'auditorium pendant les Victoires de la musique classique, qui est quand même une étape très très importante pour moi dans cette lutte. Une étape importante parce que justement c'est la première fois où publiquement il a fallu vraiment forcer la porte, on pourra peut-être raconter tout ça tout à l'heure, surtout Cécilia, puisque c'est elle qui a pris la parole ce jour-là, pour faire entendre une voix qui élargissait la lutte au champ de la précarité en général, aussi au champ du service public, puisqu'on a pu évoquer le service public hospitalier, avoir une prise de parole en direct à une heure grande écoute sur France Télévisions qui disent que notre lutte n'est pas uniquement cantonnée aux intermittents du spectacle, etc. Donc c'était une étape importante, et puis c'était une occupation qui a été très médiatisée, qui je pense a servi de marchepied ensuite à celles et ceux qui ont occupé l'Odéon, et qui a ensuite cette occupation qui est magnifique, qui a fait boule de neige sur maintenant je crois plus de 60 lieux en France. Cécilia, je crois que tu peux peut-être nous en parler plus en détail, puisque c'est toi qui es intervenu sur scène pendant les Victoires de la musique. Je crois que tu as été confronté à quelques difficultés sur la mise en œuvre de cette intervention. Voilà, tout à fait. Donc il y a 3 semaines maintenant, on avait planifié, encore une fois, en Assemblée Générale et en Commission Action, d'intervenir sur ce rendez-vous des Victoires de la musique classique qui avait lieu à l'Auditorium de Lyon et qui devait se faire en présence notamment de Roselyne Bachelot. Et il était évident pour nous qu'il fallait intervenir sous forme de temps d'antenne en direct pour pouvoir porter une parole qui avait tout à fait droit de cité dans le cas d'un événement comme celui-là, et dans un second temps d'être reçu en délégation par la ministre de la Culture pour l'interpeller directement sur des questions qui nous concernent tous et toutes.
On a pénétré les lieux le 23 février avec de mémoire une quarantaine de personnes avec nous, une trentaine de personnes, entre 30 et 40 personnes voilà, qui sont introduits dans l'auditorium. On a essayé le moins possible de déranger les répétitions en cours et je crois que globalement, notre rencontre s'est faite en bonne intelligence. Très vite, on a été rassurés par les directions à la fois de production de France Télévisions, de l'auditorium et des Victoires de la musique sur le fait que bien évidemment, on allait nous accorder tout ce qu'on demandait, que c'était évident, qu'on était d'accord avec nous. Presque le point levé pour nous dire que la lutte continuait finalement. Et puis, au dernier moment, ça a été vraiment des ruses de Sioux et des déconvenues, puisque le texte sur lequel nous nous étions mis d'accord collectivement à revendiquer et à porter à l'écran avait subi de grosses coupes. Il s'agissait d'évacuer totalement la prise de parole qui mentionnait l'effondrement du secteur public à l'hôpital. Il fallait absolument pas prononcer les mots hôtellerie, restauration, extra ou intermittent de l'emploi. Donc c'était toute la part politique qui se retrouvait vraiment évacuée. Et ça, c'est important de le rappeler parce que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore un écueil en fait dans lequel on risque de tomber parce qu'il y a une volonté très forte des politiques, parce que c'est des décisions politiques dont on parle, et aussi de beaucoup de médias, de lisser notre mouvement social à une simple prise de parole des artistes pour les artistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on reste vigilant et vigilante, parce qu'il faut se souvenir, comme Antoine l'a dit, pour beaucoup de monde, le signe de démarrage, le moment où on s'est rassemblés, c'était au premier confinement, c'était une situation qui touchait tout le monde. Alors peut-être pas les 1% qui effectivement depuis n'ont cessé de s'enrichir, mais qui concernaient le plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'il faut rester très vigilant à ce que nos discours ne soient pas refermés autour de discours de chapelle ou de croisades personnelles de secteur, on va dire. Très bien. Du coup, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les revendications aujourd'hui, telles qu'elles sont formulées pour les secteurs de la culture et beaucoup plus largement sur les secteurs transversaux des intermittents de l'emploi, etc. Est-ce qu'on Antoine Je pense que le pilier principal de ce qu'on voit dans toutes les occupations, c'est l'assurance chômage. C'est là-dessus que tout a l'air de se centraliser aujourd'hui. Et assez logiquement, la grosse inquiétude qui est venue des intermittents et intermittentes du spectacle, c'est de voir leurs droits se terminer à la fin du mois d'août 2021, ou leurs droits s'amoindrir pour ceux qui pouvaient les renouveler. Donc de voir une continuité que les baisses de revenus qu'on subit aujourd'hui depuis un an. Je parler de mon cas personnel, mais moi je suis dans un couple d'intermittents on sait qu'on a calculé qu'on gagne à peu près entre 7 et 800 euros de moins par mois sur le couple. On n'est pas, alors que d'habitude on ne roule pas sur l'or non plus, donc c'est quand même conséquent. Et la peur donc du coup de voir ces pertes de revenus s'amoindrir continuer après le mois d'août. Et donc ça, c'était le point de départ de cette lutte, sachant qu'il y a aussi en plus tous les à côté, notamment ce qu'on appelle les primo-entrants, mais qui ne sont pas d'ailleurs toujours primos. Des fois, c'est des gens qui ont un accident de carrière, c'est-à-dire des intermittents, mais qui ne sont pas indemnisés au chômage actuellement. Donc là, c'est vraiment dramatique. Il n'y a pas de travail, pas de salaire, pas de chômage, voire pas de RSA quand c'est des moins de 25 ans. Donc, toutes ces situations-là, c'était les premières à être mises en lumière, avec en parallèle, qui se mobilisaient aussi, mais de leur côté, au début la jonction ne se faisait pas, ceux de l'hôtellerie, restauration, événementielle, qui eux, du coup, n'avaient carrément plus de droit au chômage à partir de mai dernier, ou peut-être un peu plus tard pour certains, mais c'est en gros qui n'ont pas eu de prolongation des droits jusqu'en août comme on a pu l'avoir. Et qui ont eu comme réponse au final un revenu garanti de 900 € sous conditions de travail en 2019. Donc c'était vraiment loin d'être satisfaisant. Donc il y a tout ce volet vraiment sur les droits des travailleurs discontinus, et qui vient en fait en parallèle de la réforme de l'assurance chômage qui a ramené d'un coup subitement par la fenêtre pour le 1er juillet 2021, parce qu'elle avait été votée une première fois en 2019. Le premier volet qui la concerne sur le nombre d'heures qu'il faut faire, le nombre d'heures pour toucher le chômage qui passait de 600 à 900 heures,
Il avait finalement été ramené à 600 heures à la fin du premier confinement parce que c'était pas possible, pas tenable comme situation. Mais maintenant, du coup, il y a ce volet revient. Et l'autre volet qui consiste qui a, même si c'est pas le but à avouer, à la fin, ça réduit considérablement les droits des travailleurs et travailleuses précaires. L'emploi discontinu, encore une fois, qui réduit les allocations. Et tout ça revient en juillet 2021, en quelques mois, en pleine crise économique, en pleine sortie de pandémie, enfin même sortie, on ne parle même pas de sortie actuellement, donc c'est une provocation, en fait, c'est une simple volonté de Macron d'amener au bout une réforme avant de terminer son quinquennat, dans une situation où c'est absolument pas possible, en sachant que déjà l'assurance chômage, c'est pas quelque chose qui marchait bien auparavant, parce que déjà il y avait plus de 60% de chômeurs et chômeuses qui n'étaient pas indemnisés, et ceux qui sont indemnisés le sont à hauteur de 900 € par mois en moyenne. Ça, c'était l'assurance chômage avant la crise sanitaire. Donc maintenant, avec 800 000 chômeurs de plus, et puis encore d'autres qui vont arriver après, là on va dans une catastrophe sociale, un appauvrissement généralisé qui n'est pas acceptable. Donc ce premier volet, il est sur l'assurance chômage. Le deuxième, il est sur le soutien à l'emploi. Là, pour le coup, on a beaucoup besoin dans le secteur culturel, notamment pour financer ce qui se passe en ce moment. En ce moment, on est dans une situation où les répétitions sont autorisées, les captations sont autorisées. En fait, on en fait beaucoup. On les fait bénévolement ou alors en s'appuyant sur l'assurance chômage, ce qui n'est pas normal comme situation, parce qu'il n'y a pas de financement pour ça. Donc on demande des financements pour ça. Et ensuite, et du coup, tout ça aussi s'intercroise avec le maintien des droits sociaux, particulièrement la situation des personnes en congé maladie ou en congé maternité, qui aujourd'hui n'ont pas suffisamment travaillé pour avoir des droits. Ça, c'est les principaux piliers, mais derrière, il y a des tas de revendications qui s'agrègent, qui dépendent un petit peu d'ailleurs des lieux. J'ai vu qu'à l'Opéra, par exemple, ils ont intégré le retrait de la loi séparatisme dans leur plateforme revendicative. Donc là, on rentre sur quelque chose d'un peu plus convergent. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, peut-être ajouter qu'à Lyon, notamment, donc les étudiants et les étudiantes qui occupent l'Opéra ont élargi le champ de leurs revendications autour de la question de la sécurité sociale étudiante, autour de l'accès d'un RSA qui concernerait les plus jeunes, et qui ont étendu comme ça le champ des revendications à toute une partie de la jeunesse qui se retrouve de fait sacrifiée encore plus violemment par la crise qu'on traverse. Et effectivement, pour souligner ce que tu viens de dire, Antoine, il y a une appropriation aussi en France au niveau local des revendications. Mais ce qui est important effectivement de souligner, de remarquer, c'est qu'à chaque fois, cette question de réouverture à tout prix des lieux culturels devient vraiment mineure en fait. Bien sûr qu'on demande à pouvoir travailler et à ce que nos secteurs soient relancés par le gouvernement à l'aide de plans d'aide massifs. Mais tout ça ne pourra pas, il ne s'agit pas de travailler par-dessus tout, il s'agit principalement de veiller à ce que des conquis sociaux demeurent et ne soient pas de plus en plus grignotés. Et bien sûr, le champ des revendications tel qu'il est écrit aujourd'hui continue d'être abordé en Assemblée Générale, continue dans un processus dynamique en fait, d'être approprié aussi par les personnes qui nous rejoignent. Je peux rajouter quelque chose sur l'ouverture des lieux parce que c'est intéressant. Moi, j'ai même pas pensé à en parler en fait. Tellement ça sort moi de mon champ de vision. Mais pourtant, on avait des copains et des copines qui étaient hier en interview à Radio Canu là. Et j'ai écouté et j'ai quand même senti, c'était bien parce qu'ils étaient 5 ou 6 à être interviewés, à la fois d'ici, TNP et de l'Opéra. Et j'ai senti qu'il y avait quand même un truc qui traversait de volonté de revivre, de fin des restrictions quand même. Il y a quand même ces choses-là, je pense qu'il ne faut pas les négliger. Dans le fait d'investir des lieux, il y a aussi cette volonté de revivre librement et de refaire de la musique, de sortir un petit peu. C'est pas que l'ouverture des lieux culturels, c'est le couvre-feu, tous ces trucs qui sont quand même extrêmement difficiles, qui conduisent à des situations psychologiques graves. Et c'est vrai je pense qu'il ne faut pas négliger quand même cette part-là dans notre lutte. Mais la crainte, elle est que si aujourd'hui on gagne par exemple sur l'ouverture des lieux culturels, bon j'y crois plus du tout parce que là on est dans une logique de reconfinement, donc je pense que ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais si on gagne ça et que ça passe pour une victoire, ça va mettre complètement de côté tout l'aspect social.
dont on aura besoin, mais vraiment besoin, même en cas de réouverture, puisqu'on en avait déjà besoin en octobre, au moment où c'était encore partiellement ouvert. On peut dire qu'aujourd'hui, la revendication de la réouverture des lieux culturels, elle vient peut-être en dernier par rapport aux revendications totales Alors, en tout cas, ça dépend, je suppose que ça dépend aussi des endroits et des plateformes et des personnes. Mais oui, en tout cas, elle est clairement en retrait par rapport aux revendications sociales pour ce qui est des occupants, ça j'en suis persuadé. Et en plus, il faut s'entendre sur ce que c'est que les lieux culturels, parce que nous, on travaille aussi dans les bars et restaurants, par exemple. Les musiciens, on travaille énormément là-dedans. Et puis, est-ce que la réouverture des lieux culturels sans la fin du couvre-feu à 19h maintenant, on gagne 1 heure, il paraît, ça ne va pas aider à grand-chose. Sur le mouvement national tel qu'il a pris à Odéon, son développement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est quelque chose qui se massifie au niveau national sur le territoire? Est-ce qu'il y a de plus en plus de lieux occupés? On en est où? Alors effectivement, j'ai pas le calcul exact du jour, mais il y a de plus en plus de lieux qui se sont occupés. On est en contact au niveau national entre lieux occupés et aussi entre CIP. Du coup, on a forcément une vue d'ensemble, mais qui, comme toute la vie depuis 1 an, va très vite. Les informations le lendemain de la veille sont déjà périmées. Globalement, il est important, puisque c'est une problématique qui aujourd'hui est fraîche sur, en tout cas, notre territoire lyonnais et villeurbanais. Une problématique qui me semble importante à rappeler pour les personnes qui voudraient s'emparer de ce mouvement d'occupation et se l'approprier, de venir nous rencontrer, parce que bien sûr que c'est tentant de multiplier les spots d'occupation, bien sûr que c'est tentant comme ça d'allumer des sémaphores de loin en loin, mais la réalité est que ces lieux d'occupation tiennent grâce, encore une fois, par lieu à 30, 40, 50, peut-être parfois même 10. Il y a des effectifs très réduits de forces vives comme ça qui occupent et qui travaillent avec des groupes de travail, avec des commissions. Je pense que l'appel, en tout cas, qui est cohérent et qui revient de partout dans les lieux occupés, c'est rejoignez-nous et trouvez le moyen en assemblée générale ou en venant nous rencontrer de vous investir et de venir nous soutenir, parce qu'on sait qu'il y a quelques jours le théâtre de Mende était en cours d'expulsion. On sait qu'il y a des menaces quand même qui pèsent, parce que c'est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire que le discours dérange, ça veut dire que la réappropriation populaire comme ça des espaces publics vient soulever des questions qui n'arrangent pas le gouvernement, que le gouvernement voudrait faire disparaître sous le tapis rapidement. Je ne sais pas si je réponds à ta question, John. Si, Ouais. Okay. Effectivement, on a l'impression que le mouvement est en train de se massifier. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'ouverture jour par jour. Je vais mettre une couche si tu veux bien. Vas-y. En gros, là, ce que soulève Cécilia, c'est la question du long terme. Là, on est dans une espèce d'effervescence où effectivement les points se multiplient et il y a cette volonté d'aller plus loin. Maintenant, il faut voir plus loin. Donc là, je m'adresse quelque part un petit peu à tous les camarades qui sont présents dans les occupations, ou ceux qui voudraient les rejoindre ou qui envisagent d'autres choses. Ces lieux, il va falloir les tenir dans le temps, parce que là, on voit qu'on est sur un bras de fer qui est assez long, ne serait-ce que sur nos revendications. Et en plus, je pense, et j'ai envie, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, mais j'ai envie qu'on aille plus loin que ça. Enfin, je pense qu'on a un potentiel pour quelque chose de vraiment grand et qu'on a même une certaine responsabilité là-dedans. Et donc pour ça, je pense qu'on peut pas, il faut vraiment travailler à une vraie convergence des luttes. Je pense que ce qui est en train de se créer là, c'est des pôles de lutte, justement. C'est des endroits où les gens viennent se rassembler et on a la responsabilité de ne pas fermer ces lieux tout en les protégeant, tout en faisant en sorte que les lieux eux-mêmes soient physiquement, que leur intégrité ne soit pas menacée, etc., et qu'on puisse les tenir dans le temps. Donc pour ça, il va falloir des forces qui roulent, qui continuent d'être là, qui arrivent. Et en ça, je voyais un très bon signal dans le fait que l'Odéon a invité Assa Traoré à venir parler à son agora, parce qu'à l'Odéon, ils font des agoras à 14h, donc des espaces de libre parole devant l'Odéon, tous les jours. Donc ils ont invité Assa Traoré à parler, donc si j'ai bien compris, en plus, à parler de la place des femmes noires dans le secteur culturel. C'était quand même un sujet qui était connecté. Ça s'est assez mal passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des FAF, disons, qui sont venus faire jouer un peu les caïds à côté.
je pense qu'il faut donc, déjà j'en profite pour lui apporter mon soutien et voilà, dire que cette lutte-là, les luttes antiracistes, les luttes féministes, les luttes pour la place des personnes qui sont invisibilisées ou opprimées, ont toute leur place ici et sont les bienvenus. Et c'est en les agrégeant autour de nous qu'on pourra arriver à durer dans le temps et à construire quelque chose de vraiment solide pour des victoires, en fait, pour obtenir des victoires sociales. D'accord. Là, vous êtes en train de me dire que c'est parti pour durer, vous voyez le long terme, il n'y a pas de... Nous, on a pris état des lieux et pour le moment, tant que nos revendications n'aboutissent pas à des mesures concrètes, on reste, c'est sûr. Okay. Il y a des actions concrètes qui sont, qu'il y a quelque chose dans les tuyaux pour se faire entendre, se faire visibiliser Alors, au niveau du TNP, il y a des commissions actions assez diverses qui se rassemblent autour d'actions nationales. Autour de la réforme de l'assurance chômage notamment, qui passe par concrètement des moments de tractage, des moments de rencontre, des moments d'échange. Et au niveau plus local, en ce qui nous concerne, on a des temps de rencontre et de débats qui sont prévus, des projections qui sont prévues autour des travaux notamment de Gilles Perret. On a des actions un peu plus artistiques aussi, parce qu'on fait avec qui on est. Donc on a tout un vivier forcément d'artistes qui veulent s'emparer aussi de cet espace de revendication pour réinstaurer un peu d'artistique et de joie de vivre sur la place publique là, qui est devant le TNP. Voilà, régulièrement on a des rencontres en visio au niveau national entre lieux occupés pour travailler aussi à la fabrication de ces actions à venir. Et le collectif des maternitantes notamment, qui mène un travail époustouflant autour des questions, donc comme tu le mentionnais Antoine, des congés maternité, des congés maladie, en ALD notamment, qui propose régulièrement des missions et des actions. Ça peut passer par des témoignages enregistrés, ça peut passer par consulter sa CPAM locale pour lui demander dans quelle mesure la question est réglée, puisque Roselyne Bachelot et Jean Castex le disaient il y a quelques jours au micro de Radio France, que la question de ces personnes-là et de leurs droits était réglée. Ça peut passer par des choses, des procédés de prendre des informations au pied de la lettre, aller demander aux instances locales, alors c'est vrai, cette question est réglée, qu'en est-il ? Bon, se faire entendre la plupart du temps que bien sûr on ne s'adresse pas à la bonne personne et que cette personne n'a pas les informations, mais en fait aussi repasser par du contenu et du concret, quoi. Remettre en fait des cas, ce qu'on a appelé des cas, ce qu'on a appelé des dossiers, qui sont en fait des personnes, et que ces personnes-là, par le biais d'actions téléphoniques, visuelles, dans la rue, dans l'espace public, se réapproprient cette parole qui est la leur. Et qu'on redonne de la visibilité en fait à ce que c'est être précaire, à ce que c'est être menacé, et à ce que c'est les conséquences de cette politique indigne en fait qu'on nous fait passer de force, quoi. Très bien. Vous voulez rajouter un point? Vous voulez développer sur... Je veux bien. J'ai un petit appel à faire parce que notamment sur la prolongation de la lutte et l'élargissement de la lutte. Bon, le premier appel, c'est à tout le monde de nous rejoindre, parce que, comme je le disais, on a besoin de force, et ce mouvement, au début, il a beaucoup reposé sur un peu les mêmes personnes qui sont un petit peu sur le pont depuis longtemps et qui ne pourront pas tenir dans la durée, parce qu'ils ont aussi des fois un travail ou une famille, ce genre de choses. Bref, il faut vraiment qu'il y ait un vrai renouvellement qui se fasse, et aussi que chacun vienne s'approprier cette lutte et puis dire ce qu'il a à dire. Tout le monde est le bienvenu, l'échange se fait, tout est en assemblée générale. Enfin, bref, il faut. Le deuxième appel que je voudrais faire, c'est sur le contenu de la lutte en elle-même. Moi, je serais choqué qu'on en reste là sur une lutte qui se base dont je disais le pilier principal est l'assurance chômage, qu'on en reste à une lutte contre la réforme de l'assurance chômage. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'assurance chômage, comme elle était avant la crise, c'était déjà une catastrophe.
Donc aujourd'hui, on a plein de projets. Il y a, la CIP a développé ce qu'elle appelle le nouveau modèle d'assurance chômage continu qui ressemble un petit peu qui s'inspire de l'intermittence du spectacle mais élargi aux travailleurs discontinus en général. Il y a le salaire à vie qu'on connaît bien de Bernard Friot qui a fait un travail incroyable, et la CGT aussi qui a son propre modèle qui est assez peu médiatisé mais que je trouve vraiment très solide, qui s'appelle le nouveau statut du travailleur salarié. Tous ces modèles ont la même essence, qui est de garantir que le revenu soit attaché à la personne et soit continu, quelle que soit la situation dans l'emploi. Et j'aimerais vraiment bien qu'on avance, qu'on continue de travailler et de confronter ce qui différencie, mais qu'on voit ce qui unit tous ces modèles-là, et qu'on profite de cette lutte qui est sur la précarité, qui est sur l'assurance chômage, pour avancer vraiment sur ces questions et pour avoir une lutte positive, en fait, pour réclamer des nouveaux droits, et pas uniquement s'arrêter à une victoire que je crois possible sur la fin de la réforme de l'assurance chômage, qui finirait quand même amèrement pour moi, c'est-à-dire que d'avoir eu un mouvement aussi vaste et aussi large, et qui termine sur un statu quo par rapport à ce qui était avant, quoi. Voilà l'appel que je fais. Très bien. Bon, on fait le point bientôt. Antoine, plaisir. merci. Cécilia aussi. À très vite. Merci. Merci.